Bonjour à toutes et à tous. Comment se passe concrètement la journée de travail d'un fact-checker? Quelles sont les qualités à avoir ou à acquérir pour travailler vite et bien? Plongez dans la tête d'un fact-checker qui illustre parfaitement l'aspect protéiforme du fact-checking en 2020. Il y a une espèce de guerre asymétrique entre ceux qui font de la manipulation et qui ont des heures et des heures de vidéos qui circulent sur Twitter. Et ce que nous, en tant que journalistes, on a comme temps pour finalement démonter ces échafaudages de théories complètement sulfureuses. Je suis Sophie Malibaud, journaliste à Radio France Internationale, où je travaille sur le fact-checking et les théories du complot, dans une émission qui s'appelle Les Dessous de l'Infox. C'est franchement d'avoir un questionnement honnête par rapport aux faits d'actualité, de chercher toujours à en savoir plus, de chercher à croiser les sources et surtout de se méfier de ses propres biais, de prendre une certaine distance par rapport à ses propres croyances et d'interroger les faits tels qu'ils nous arrivent et de ne pas hésiter à se remettre en question soi-même. J'aime pas trop ce mot d'objectivité parce qu'en fait, on fait toujours des choix quand on traite d'une information ou d'une fausse information d'ailleurs. Il faut en être conscient. Et donc, c'est une question d'honnêteté professionnelle. En amont des élections, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire, il y avait un document du département d'État qui annonçait quasiment une guerre dans ces pays, une implication des armées, des résolutions onusiennes. En réalité, sans rentrer sur le fond, la façon dont ce communiqué du département d'État a été formulé, ça n'avait pas la forme habituelle, les formulations n'étaient pas celles d'une administration, il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des fautes de traduction, de toute façon il n'y aurait même pas dû avoir de traduction sur le document, vraiment tout un faisceau d'indices qui montraient que c'était faux. Et de toute façon, ce communiqué était absolument introuvable sur le site du département d'État. Et puis pour les images, il y a des outils, des choses plus techniques, ce qu'on appelle la fameuse recherche d'images inversées. Quelquefois, les outils sont un peu défaillants eux-mêmes. Et donc là, je vais en référer par exemple à nos spécialistes sciences ou santé pour savoir quel est le chercheur qui travaille précisément sur tel domaine. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on a beaucoup vu avec la crise du Covid-19, c'est que on a des généticiens qui nous parlent des symptômes d'un syndrome respiratoire. Bon, mais c'est pas approprié. On a l'embarras du choix, mais en même temps, ça se travaille ce choix-là. Le président Trump, ayant lui-même légitimé beaucoup d'infox, leur degré de circulation sur les réseaux est énorme et on sent que les gens croient vraiment à ce qui est dit. Et il y a des médias aux États-Unis qui relayent ces infox et je pense par exemple à tout ce qui a été dit sur le fils Biden, Hunter Biden, qui, soit dit en passant, a quelques casseroles, il ne faut pas le nier, mais un dossier a été monté sur lui en amont de l'élection américaine. Et ça a été très intéressant de voir comment un média comme Fox donc, a commencé à faire croire aux gens qu'il y avait un ordinateur du fils de Joe Biden qui avait été découvert avec des photos pédophiles à l'intérieur. Et au moment où Fox nous dit qui va révéler ces informations, qui vont recevoir les documents, qui vont le montrer, il nous explique que « mais malheureusement, les documents ont disparu ». Ce qui était vraiment intéressant, c'est que dans la même matinée, des journalistes d'investigation américains nous montrent que, oui, Fox finalement a dû trouver une pirouette pour s'en sortir parce que les documents étaient montés de toutes pièces, mais ils avaient entre-temps été repris par des sénateurs américains, des gens très importants dans l'appareil politique américain, et donc le mal était fait. L'une des difficultés, c'est ce qu'on appelle l'attribution. On voit circuler les choses, mais c'est difficile de savoir qui les met sur le tapis, qui les envoie, pourquoi faire. Il y a beaucoup d'informations, de manipulations venant de Russie qui sont dénoncées par les Européens. Et dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, on n'a même pas besoin des Russes pour faire circuler ces choses-là. Au moment du scrutin de 2016, où il y a eu une grosse interférence russe dans l'élection américaine, mais depuis, tous les désinformateurs des États-Unis se sont vraiment mis eux-mêmes à produire de façon locale leurs propres infox. Donc moi, je me méfie beaucoup de l'attribution, de dire c'est un tel qui fait quoi. Souvent, c'est impossible d'arriver
de démonter tout à fait le parcours de l'infox. Et ça, c'est un peu dû au fait qu'il y a quand même une certaine opacité sur les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup de technicité maintenant parmi les gens qui font intentionnellement de la mésinformation. Donc on a des produits très élaborés qui sont les deepfakes par exemple. Et ça c'est un vrai problème parce que ça va être difficile à détecter. Pour l'instant on les détecte parce que c'est à moitié bien fait. Quand vous mettez dans la bouche d'Obama un discours qui ne lui correspond pas du tout, vous êtes alerté et il y a des moyens techniques, des outils qui sont disponibles sur Internet et qui permettent de démonter ces deepfakes. Mais on dit deep parce que quand même, il faut aller creuser derrière pour les trouver. Je sais qu'il y a une jeune génération que ça amusera beaucoup d'être en capacité de démonter les manipulations. Je pense que c'est quand même du ressort des journalistes de faire cette recherche, mais qu'une bonne partie du grand public va être intéressé de pouvoir soi-même être outillé pour faire barrage aux fausses informations.